Que se passe-t-il si les pilotes d'un avion de ligne réalisent soudainement que leur avion ne répond à aucune commande de vol? Que leurs manches à balai, mini-manches ou pédales de gouverne de direction sont en réalité inutiles? Comment serait-il possible de piloter et d'atterrir cet avion? Des pannes comme celle-ci sont heureusement extrêmement rares, mais ce n'est pas inédit. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de quelques exemples, mais saviez-vous que les scientifiques et pilotes d'essai de la National Aeronautics and Space Administration ont non seulement essayé, mais aussi réussi à trouver comment redonner le contrôle aux pilotes dans de telles situations et les aider à faire atterrir leur avion en toute sécurité lorsque aucun de leurs systèmes de commande de vol ne fonctionne? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais je vais aussi montrer qu'il serait peut-être possible de rendre les avions encore plus sûrs aujourd'hui en utilisant les enseignements issus des précieuses recherches de la National Aeronautics and Space Administration. Certains des spectateurs de la chaîne Montour Pilot se souviennent peut-être d'une vidéo que Peter a réalisée il y a plusieurs années maintenant à propos du crash de Sioux City du vol United Airlines 232. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est une vieille vidéo qui montre à quel point la qualité de notre production s'est améliorée au fil des années, alors ça vaut le coup d'œil. Mais quoi qu'il en soit, lors de cet accident, un Douglas DC-10 en route de Denver à Chicago volait à son altitude de croisière lorsque le moteur numéro 2, situé sur la dérive, a subi une panne catastrophique et incontrôlée. Perdre un moteur sur 3, c'est une très mauvaise journée au boulot. Mais ce n'est pas catastrophique en soi. Le problème ici, c'est que le disque du moteur s'est brisé, projetant des débris à grande vitesse dans toutes les directions et rompant plusieurs conduites hydrauliques au passage. Comme tous les avions modernes, le DC-10 a cependant été conçu avec plusieurs systèmes redondants pour les systèmes critiques de sécurité, ce qui signifie que plusieurs systèmes pouvaient accomplir la même tâche, garantissant qu'au moins l'un de ces systèmes serait toujours disponible, même si les autres tombaient en panne. C'est pourquoi le DC-10 possédait 3 systèmes hydrauliques indépendants et le trajet que suivent les différentes conduites hydrauliques à travers l'avion est également différent. Donc si un système est touché, les autres continuent de fonctionner normalement. Mais dans un espace exigu comme la section de la queue, les conduites hydrauliques des différents systèmes se rapprochent inévitablement les unes des autres. Il y a beaucoup plus de détails que je passe, notamment les valves hydrauliques et les fusibles qui empêchent une fuite de vider tout le liquide dans un tel cas. Mais dans le cas du vol United 232, cette avarie non contenue a rompu les 3 systèmes hydrauliques du DC-10 et peu de temps après, la pression hydraulique totale est tombée à 0, ce qui, entre autres, signifiait que les pilotes ne pouvaient plus actionner aucune des surfaces de contrôle de l'avion. Un scénario cauchemardesque comme celui-ci est souvent appelé un événement signe noir. Quelque chose qui, heureusement, est extrêmement rare, mais désastreux lorsqu'il se produit. Cependant, malgré ce problème unique, le vol United 232 n'a pas simplement cessé de voler. Tous les avions commerciaux sont conçus pour être aérodynamiquement stables, et, tant qu'ils restent intacts, l'avion veut voler. Encore une fois, Peter explique tout cela en détail dans la vidéo de Montour Pilot, mais l'essentiel ici est que les 2 pilotes et l'ingénieur de vol, ainsi qu'un 3e pilote qui les a rejoints peu après, ont rapidement élaboré un plan. S'ils ne pouvaient pas bouger les gouvernes de profondeur ou les surfaces de contrôle sur la queue ou les ailes, ils pouvaient essayer de manœuvrer l'avion uniquement avec la poussée des moteurs à la place. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, même si les moteurs sont conçus pour propulser l'avion dans les airs, ils produisent aussi certains effets secondaires qui dépendent de l'endroit où ils sont installés sur l'appareil. Comme tout objet sur Terre, l'avion possède un centre de gravité, autour duquel il tourne et se déplace. Lorsque l'avion vole avec toutes ses forces équilibrées, par exemple avec une poussée symétrique réglée, qui est égale à la traînée, la portance égale au poids, et que l'avion est en compensation, l'appareil volera dans un état d'équilibre. Par conséquent, dans cet exemple, il volera en ligne droite et en palier en vol non accéléré, mais dès qu'une de ces forces change, cet équilibre est perturbé et la modification de la force entraînera un mouvement de l'avion autour de son centre de gravité. Prenons un exemple. Supposons que nous volons en palier et en équilibre et que nous augmentons la poussée uniquement sur le moteur gauche. La poussée n'est alors plus symétrique, et la poussée plus élevée produite par le moteur de l'aile gauche fera faire un lacet à l'avion vers la droite autour de son centre de gravité. Maintenant, à mesure que l'avion effectue un lacet vers la droite, l'aile gauche se déplace alors légèrement plus vite que l'aile droite, ce qui entraîne une augmentation de la portance sur cette aile gauche. Et cette portance symétrique entraîne l'avion à effectuer un roulis vers la droite,
Donc, l'effet secondaire de la mise en place d'une poussée asymétrique est d'abord le lacet, puis le roulis. Et de la même manière, si nous revenons à notre avion en vol rectiligne et en palier en équilibre, et que nous ajoutons maintenant de la poussée de manière symétrique, sans aucune autre action, l'avion commencera à accélérer car notre poussée dépasse désormais la traînée. Mais comme les moteurs sont situés sous les ailes et en dessous du centre de gravité, l'augmentation de la poussée fait cabrer le nez de l'avion et inversement si la poussée est réduite. Donc l'effet secondaire d'une modification de la poussée est l'assiette. C'est la théorie simplifiée, car d'autres éléments sont à prendre en compte. Par exemple, les moteurs ne réagissent pas immédiatement aux commandes des manettes de poussée. Ils mettent du temps à monter ou descendre en régime, donc les pilotes doivent compenser cela. Évidemment, l'inertie de l'avion joue également un rôle. Et un autre élément à prendre en compte ici, c'est que lorsque l'assiette de l'avion change, par exemple si le nez s'abaisse lorsque nous réduisons la poussée, la descente qui s'ensuit va probablement augmenter la vitesse de l'avion. Cela entraîne maintenant une augmentation de la portance, ce qui à son tour fera remonter le nez de l'avion. Et ainsi, nous pouvons entrer dans un mouvement phugoïde de haut en bas que l'inertie de l'avion et la lenteur de la réponse des gaz rendent difficile à prévoir et encore plus difficile à contrôler. Tout cela signifie que même lorsque les pilotes reconnaissent rapidement le problème et commencent à utiliser les moteurs pour garder le contrôle de l'avion, comme ce fut le cas pour United 232, synchroniser correctement ses actions sur les moteurs peut être incroyablement difficile. Et aussi difficile que cela soit en croisière, cela devient encore plus compliqué lorsque les pilotes veulent se préparer pour une approche. L'équipage de United a dérouté vers Sioux City, dans l'Iowa, où ils ont tenté ce qui doit être l'un des atterrissages les plus difficiles de l'histoire. Malheureusement, la grande vitesse de l'avion, un vent de travers et un roulis soudain vers la droite survenu près du sol ont fait que l'avion a percuté la piste avec son aile droite, les pilotes n'ayant pas pu réagir à temps. L'avion s'est disloqué à grande vitesse et au total, 112 personnes ont péri, bien que 35 d'entre elles aient survécu à l'impact initial, mais soient malheureusement décédées plus tard d'une inhalation de fumée. Malgré la situation difficile à laquelle l'équipage a été confronté, 184 personnes ont miraculeusement survécu. Alors, quel est le rapport de la National Aeronautics and Space Administration avec tout cela? Eh bien, on pense souvent aux fusées spatiales quand on pense à la National Aeronautics and Space Administration, mais leur nom est en fait un acronyme et le premier A signifie aéronautique. Leurs équipes ont eu d'excellentes idées sur la façon de gérer ce genre d'événements imprévisibles où l'on perd tout contrôle. Je fais constamment des recherches sur les incidents d'aviation et les politiques des compagnies aériennes en m'inscrivant à des bulletins d'information du secteur, en téléchargeant des rapports et en accédant à des bases de données mondiales. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cela allait remplir ma boîte de réception de spam et de textos sur des sujets comme les garanties auto ou la crypto-monnaie, envoyés par des entreprises inconnues. Mais heureusement, depuis que j'utilise le sponsor d'aujourd'hui, Delete Me, tout s'est arrêté. Je croyais que ces messages n'étaient que du spam aléatoire, mais il y a une raison pour laquelle ils nous trouvent si facilement. Il existe des courtiers en données qui achètent et vendent vos informations personnelles telles que numéro de téléphone, adresse e-mail, habitude d'achat et même votre adresse à quiconque est prêt à payer. Et peut-être plus inquiétant encore, lorsqu'une personne achète vos informations, elle peut automatiquement voir aussi les détails de vos proches. Maintenant, Delete Me va retrouver où vos informations personnelles sont vendues et oblige ces entreprises à les supprimer. Et en seulement 7 jours, ils m'ont montré un rapport avec 73 sites de courtiers en données et plus de 200 informations personnelles qu'ils ont supprimées. Honnêtement, c'était choquant, mais ça ne s'arrête pas là. Delete Me continue également de surveiller ces sites, donc lorsque les courtiers essaient de remettre vos informations en ligne, elles sont à nouveau supprimées. Et le meilleur pour moi, c'est de savoir qu'en m'inscrivant, je protège aussi ma famille. Si cela vous intéresse, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur les abonnements Delete Me pour les consommateurs américains en utilisant le code Mentour Now sur joindeleteme.com/Mentour Now ou en scannant ce code QR. Merci à notre sponsor Delete Me pour cette vidéo. Revenons à l'histoire. L'accident du vol United 232 en 1989 n'était ni la première ni la dernière fois que des pilotes étaient confrontés à une telle défaillance des commandes. Le vol Japan Airlines 123 n'avait eu lieu qu'environ 4 ans plus tôt et impliquait également une perte totale des systèmes hydrauliques. Tragiquement, ce 747 s'est écrasé dans une zone montagneuse après que son équipage ait lutté pour le contrôler pendant plus d'une demi-heure.
Et 2 décennies auparavant, un Lockheed Super Constellation d'Eastern Airlines était entré en collision en plein vol avec un Boeing 707 de Transworld Airlines au-dessus de Carmel, dans l'État de New York. L'équipage du 707 a réussi un atterrissage d'urgence, mais celui du Super Connie s'est retrouvé sans commande de vol ni compensation après la collision. L'équipage a repris le contrôle avec les moteurs uniquement et a atterri en urgence dans un champ. Il y a eu 4 décès parmi les 54 occupants, et encore une fois, 2 de ces décès étaient dus à l'inhalation de fumée. Puis en 1975, un C-5 Galaxy de l'États-Unis Air Force transportait des orphelins évacués de Saïgon, au Vietnam, et a perdu toute l'hydraulique de la queue. Les pilotes avaient encore le contrôle des ailerons, mais devaient compter sur la modulation de la poussée pour contrôler l'assiette de l'avion. Malheureusement, ils n'ont pas pu arrêter un mouvement phugoïde lors de l'approche, ce qui les a fait s'écraser juste avant la piste, et 176 personnes ont survécu sur les 314 occupants. Désormais, chaque fois qu'un accident très médiatisé se produit, les pilotes et de nombreux autres professionnels du secteur se mobilisent, prennent note et étudient ce qu'ils devraient faire pour faire face à un tel incident. L'un des pilotes du vol United 232 y avait déjà réfléchi à la suite de l'accident du vol 123 de Japan Airlines. Et après l'accident du vol United 232, ce fut au tour de l'ingénieur de la National Aeronautics and Space Administration, Bill Burcham, de se demander « Que pourrions-nous faire pour aider les pilotes dans une telle situation ?» Burcham a commencé à exposer ses idées en les dessinant sur une serviette en papier lors d'un vol Transworld Airlines. Il était ingénieur en propulsion et c'était l'époque où de plus en plus d'avions utilisaient des ordinateurs non seulement pour le pilote automatique et les commandes de vol, mais aussi pour mieux contrôler les moteurs. La première idée de Burcham, alors qu'il la dessinait sur cette serviette, était de relier les commandes de vol de l'avion à des ordinateurs qui recevraient également des données sur la vitesse, l'assiette, le poids et d'autres paramètres de l'appareil, puis l'ordinateur commanderait la poussée appropriée de chaque moteur pour réaliser cela. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que ce système finirait par fonctionner, comme nous allons bientôt le voir. Mais, comme l'explique l'auteur Tom Tucker dans une publication de la National Aeronautics and Space Administration qui décrit le programme, ce concept initial a remporté suffisamment de soutien au sein de la National Aeronautics and Space Administration pour commencer à prendre de l'ampleur, et il est finalement devenu connu sous le nom de projet d'avion contrôlé par la propulsion. L'hypothèse clé ici était qu'un ordinateur serait bien plus rapide qu'un humain pour déterminer la bonne quantité de poussée à appliquer afin de garder l'avion sous contrôle. Les ordinateurs prendraient en compte tout délai dans la réponse des moteurs, ils tiendraient compte de l'inertie de l'avion et seraient capables de gérer ces deux aspects tout en aidant à prévenir l'oscillation phugoïdale de haut en bas ainsi que le roulis hollandais latéral qui pourrait également se produire dans de telles situations. Nous parlons de la fin des années 1980 et du début des années 1990 quand les ordinateurs étaient très différents d'aujourd'hui. Un grand nombre de personnes à la National Aeronautics and Space Administration, y compris des ingénieurs et des pilotes, pensaient au départ que cela serait en réalité impossible, mais après quelques premiers essais dans un simulateur rudimentaire, le projet PCA a commencé à prendre de l'ampleur et est devenu un projet à grande échelle. Même à ce stade, avant les tests sur un véritable avion, des pilotes d'essais expérimentés peinaient à contrôler le système PCA dans un simulateur. Et même avec les ordinateurs qui géraient les commandes de poussée, le délai entre l'entrée de commande et la réponse de l'avion pouvait atteindre 20 secondes. Et cela conduit à une surcompensation lors du contrôle de l'avion dans le simulateur. Ce qui rend les actions de l'équipage du vol United 232 encore plus impressionnantes. Ils ont géré ce même délai de rétroaction de 20 secondes et ont tout de même réussi à poser l'avion manuellement. Quoi qu'il en soit, lors de ces premiers tests sur simulateur, la méthode de commande du système PCA était principalement un manche à balai. Mais voyant que les pilotes surcontrôlaient l'avion, l'un des pilotes d'essai de la National Aeronautics and Space Administration, Gordon Fullerton, a suggéré de remplacer le manche à balai par une paire de molettes pour les pouces. L'une pour le roulis et l'autre pour l'assiette. Ces molettes pour les pouces étaient similaires, dans leur principe, aux commandes de pilote automatique, car elles ne revenaient pas automatiquement au centre, comme les manches ou les colonnes de contrôle. Elles maintenaient simplement le roulis ou l'assiette commandée jusqu'à ce que le pilote les recentre manuellement ou effectue une autre action. Le consensus était que ces commandes étaient plus utiles. Mais même si tout cela fonctionnait bien dans un simulateur basique, tout le monde voulait tester ce système sur un véritable avion. Et le premier appareil disponible n'était pas exactement ce que Bertram Fullerton et le reste de l'équipe PCA avaient en tête.
À un certain moment, le US Air Force avait rejoint le projet et, en plus d'un financement très nécessaire, elle a accepté de mettre un avion à disposition de l'équipe. Un chasseur F-15. Malgré les capacités du chasseur, il avait quelques problèmes. Utiliser la poussée différentielle pour le contrôle fonctionne mieux si les deux moteurs sont bien espacés l'un de l'autre, ce qui est le cas pour les avions de ligne avec un moteur sous chaque aile. Mais les moteurs du F-15 ne sont espacés que d'environ 12 pouces, soit 30 cm. De plus, ils sont assez proches du centre du fuselage verticalement, plutôt que suspendus sous l'aile comme la plupart des moteurs montés sur les ailes. Mais le F-15 avait certaines qualités qui pouvaient compenser tout cela. Même si les moteurs étaient si proches, ils étaient extrêmement puissants et un test dans un simulateur de F-15 a prouvé qu'il était toujours possible d'utiliser la poussée différentielle pour tester le matériel PCA dessus. Mais nous y reviendrons dans une minute. Il convient également de garder à l'esprit que ce F-15 de la National Aeronautics and Space Administration n'était pas un F-15 standard. C'était un avion d'essai modifié qui avait déjà été utilisé pour tester un système appelé le système de contrôle électronique numérique hautement intégré, ou SCENHI. Cela nécessitait l'installation d'un système de contrôle de vol numérique, essentiellement des commandes de vol électriques absentes des F-15 de l'époque. Parmi d'autres fonctions, ces systèmes permettaient à l'avion d'identifier une surface de commande de vol qui ne fonctionnait plus, puis de reconfigurer les autres commandes de vol restantes pour compenser cette défaillance. Donc, ajouter un système qui permettrait à l'avion d'utiliser ses moteurs pour manœuvrer semblait être l'étape suivante logique. Et le F-15 système de contrôle électronique numérique hautement intégré de la NASA a également testé un système de commande électronique numérique du moteur, ou Digital Electronic Engine Control, qui était déjà configuré pour communiquer avec le système de commande de vol numérique. Donc en gros, tous les capteurs et la puissance de calcul dont le système de contrôle de la propulsion de l'avion aurait besoin étaient déjà installés sur cet appareil en particulier. Mais les premiers vols réels du système PCA effectués à l'été 1991 ont révélé un problème qui remontait au moteur massif du F-15. Même s'ils étaient suffisamment puissants pour générer une poussée différentielle capable de faire lasser à l'avion malgré leur position, en pratique, de légères variations dans les performances des moteurs et le temps de réponse rendaient un contrôle très précis extrêmement difficile, voire impossible. Enfin, du moins au début. Et ce n'est pas vraiment surprenant. Dans un avion de ligne que je pilote, nous devons aussi considérer les différences entre les moteurs. Par exemple, lors du décollage, nous poussons les manettes des gaz vers l'avant pour augmenter la poussée jusqu'à un niveau intermédiaire, attendons 1 à 2 secondes que la poussée se stabilise symétriquement avant de sélectionner la poussée de décollage. Les ingénieurs de PCA ont pris plus de temps pour identifier le logiciel permettant aux ordinateurs de compenser les différences de performance des moteurs du F-15. Ils ont également pris en compte l'effet de sol, la traînée du train d'atterrissage et ils ont même découvert que les énormes entrées d'air mobiles des moteurs du F-15 avaient de légers effets sur l'assiette qui devaient aussi être pris en considération. Ce processus a été long et a nécessité de multiples vols d'essai. Mais en avril 1993, Gordon Fullerton a marqué l'histoire en posant avec succès son F-15 uniquement grâce au contrôle différentiel des moteurs. C'était apparemment un atterrissage ferme mais acceptable, à seulement 2 mètres à gauche de l'axe central de la piste, mais il l'avait fait. Des vols d'essai supplémentaires par d'autres pilotes ont confirmé le fonctionnement parfait du système PCA, mais il était maintenant temps de l'installer sur le type d'avion qui avait inspiré les ingénieurs et pilotes de la National Aeronautics and Space Administration à développer cette technologie à l'origine. Cela nécessitait une augmentation assez conséquente du budget, mais à ce stade, le projet bénéficiait du soutien de nombreux acteurs supplémentaires, dont Boeing, qui semblait peut-être un peu réticent au début, et McDonnell Douglas, qui était beaucoup plus enthousiaste grâce à leur implication avec le F-15. Et comme certaines versions du McDonnell Douglas MD-11 étaient encore en développement à cette époque, le MD-11 est devenu le choix naturel pour la prochaine série de tests. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La National Aeronautics and Space Administration n'avait évidemment pas accès à un MD-11, et curieusement, Douglas non plus. Ils ont en fait dû en emprunter un qui allait plus tard être livré à Delta Airlines. L'équipe d'essai a appliqué toutes les leçons tirées des essais sur le F-15, mais ils ont aussi ajouté quelques améliorations importantes. Tout d'abord, les 2 molettes qu'ils utilisaient sur le F-15 ont été remplacées par quelque chose de bien meilleur. Les commandes normales du pilote automatique du MD-11.
Dans le simulateur, il a été observé que le McDonnell Douglas 11 se comportait comme avec le pilote automatique en fonctionnement normal, avec seulement un peu moins de précision. Les systèmes fonctionnaient si bien que les pilotes d'essai invités demandaient souvent « Êtes-vous sûr que les systèmes hydrauliques sont vraiment coupés ?» Puis, en août 1995, il était temps de vérifier que la technologie fonctionnait sur le véritable McDonnell Douglas 11. L'équipage d'essai a fait voler l'appareil depuis leur base, à Yuma, en Arizona, jusqu'à la base aérienne d'Edwards en Californie, qui dispose de pistes extrêmement longues et larges. Après plusieurs approches, d'abord jusqu'à 100 pieds, puis 50, et enfin seulement 10, Fullerton a effectué une autre approche et s'est posé en toute sécurité, tandis que les caméras montraient qu'aucune surface de contrôle ne bougeait. En réalité, c'est encore mieux. Ces approches ont été réalisées avec les pilotes d'essai, ajustant constamment le cap et les taux de descente dans le pilote automatique. Mais dès le début, un ingénieur de la National Aeronautics and Space Administration, nommé John Conley, s'est dit « Eh bien, si nous allons utiliser le pilote automatique de l'avion, pourquoi ne pas essayer de coupler le logiciel PCA avec un instrument Landing System ?» Un instrument Landing System ou système d'atterrissage aux instruments utilise des infrastructures radio dans les aéroports pour guider les avions jusqu'à la piste. Ainsi, environ 3 mois après les premiers atterrissages PCA sur le McDonnell Douglas 11, les pilotes de la National Aeronautics and Space Administration ont répété leurs atterrissages à la base aérienne d'Edwards, qui étaient désormais effectués presque comme des atterrissages automatiques de routine avec l'ILS, rendant ce système encore plus facile à intégrer dans la formation d'une compagnie aérienne. Mais ce n'était pas encore terminé. Ces essais ont été réalisés avec les systèmes hydrauliques de l'avion toujours en fonctionnement, mais avec les gouvernes verrouillées en position neutre. Des essais encore plus poussés ont prouvé que le logiciel PCA fonctionnait d'abord avec 1 puis 2, et enfin les 3 systèmes hydrauliques coupés, ce qui signifiait que les gouvernes de vol étaient libres de flotter vers le haut ou vers le bas dans le flux d'air. Cette flottabilité des gouvernes de vol modifiait très légèrement le comportement de l'avion, mais après quelques ajustements du logiciel, les résultats étaient exactement les mêmes. Des atterrissages parfaitement sûrs. Le système PCA a parfaitement fonctionné dans le même scénario que celui vécu par l'équipage du 232 quelques années plus tôt. Mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent en fait ce que j'ai pensé au début. Tout cela est formidable. Alors pourquoi les avions de ligne ne sont-ils pas équipés de cette technologie à ce jour? Parce qu'au moins 2 autres accidents de ce type se sont produits après le succès du PCA de la National Aeronautics and Space Administration. Le premier de ces accidents concernait un Airbus A300 cargo, opérant pour DHL, qui a été touché par un missile solaire peu après son décollage de Bagdad en 2003. L'avion a perdu son hydraulique après qu'un missile a touché son aile gauche, qui s'est enflammée rapidement à cause du carburant qu'elle contenait. Les éclats de missiles ont également détruit les 3 systèmes hydrauliques, désactivant une fois de plus toutes les commandes de vol. Incroyablement, cet équipage a réussi à ramener leur avion au sol pour un atterrissage en toute sécurité à Bagdad, en modulant manuellement les manettes des gaz. Ils ont effectivement quitté la piste, mais l'atterrissage n'a causé que des dégâts minimes, et l'équipage s'en est sorti indemne. C'est vraiment un exploit incroyable, mais c'était limite. L'équipage a dû passer du temps à apprendre à piloter l'avion dans ces conditions, en gérant le même mouvement phugoïde que les équipages précédents, mais ils ont dû apprendre très vite car leur aile gauche était maintenant en feu. Plus récemment, nous avons eu la tragédie du vol 8243 d'Azerbaijan Airlines, qui a été la cible d'au moins 2 missiles alors qu'il tentait d'atterrir par mauvais temps à Grozny, en Russie. Comme expliqué précédemment, l'équipage a traversé la mer Caspienne pour atteindre Aktau, au Kazakhstan, où ils se sont écrasés à l'atterrissage. Sur 67 occupants, 38 personnes, dont les 2 pilotes et un membre d'équipage de cabine, ont malheureusement perdu la vie. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette histoire? Le Airbus A300 abattu au-dessus de Bagdad datait de 1979. Donc avant les travaux PCA de la National Aeronautics and Space Administration ne disposait donc pas du système, ce qui est compréhensible. Mais pourquoi les pilotes de l'Embraer au-dessus de la Russie en décembre dernier n'avaient-ils pas ce système sur lequel s'appuyer? Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais la réponse rapide et frustrante ici, ce sont les complications liées à la certification. Le travail de la National Aeronautics and Space Administration était évidemment expérimental. Son objectif était de déterminer les paramètres que les constructeurs d'avions devraient prendre en compte pour faire d'un avion contrôlé par la poussée une réalité.
mais il revenait ensuite aux compagnies aériennes de convaincre la FAA, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et d'autres autorités dans le monde de certifier un tel système. D'un point de vue technique, les logiciels et le matériel nécessaires pour faire fonctionner le système PCA n'étaient ni pas excessivement coûteux, mais il fallait davantage d'équipements avioniques, ce qui nécessite une certification coûteuse et longue. L'équipe PCA de la National Aeronautics and Space Administration a ensuite conçu des versions qui seraient plus faciles à certifier en utilisant l'infrastructure existante dans les avions de ligne, comme les servomoteurs d'automanettes standards. Ces versions ont été appelées PCA Light et PCA Ultra Light, et les ingénieurs de la National Aeronautics and Space Administration espéraient qu'elles seraient installées sur les nouveaux avions et rétrofitées sur les appareils existants. Mais malheureusement, malgré d'autres travaux de la National Aeronautics and Space Administration sur les mêmes concepts dans les années 90, y compris sur des simulateurs de Boeing 747 et 757 au final, autant que nous le sachions, aucun avion n'a jamais été réellement certifié avec un système PCA installé. Je veux dire, pour être juste, il était plus logique à l'époque de rendre les systèmes hydrauliques plus résistants et moins susceptibles de subir des pertes totales, ce sur quoi les constructeurs se sont concentrés. De plus, tous les avions n'utilisent pas les mêmes types de systèmes de contrôle. Certains, y compris le Boeing 737 et l'Embraer E190, qui ont également été pris pour cible en Russie, possèdent aussi des câbles reliant les commandes du pilote aux surfaces de contrôle. D'autres conceptions, comme le Boeing 787, utilisent uniquement des actionneurs électriques, sans hydraulique. Cela dit, nous avons vu une partie de cette technologie de la National Aeronautics and Space Administration être appliquée aujourd'hui sur des avions de ligne. Le Boeing 737 MAX possède des spoilers à commande électrique sur ses ailes, permettant d'utiliser un système ingénieux d'assistance à l'atterrissage en cas de blocage de la gouverne de profondeur. Ce système peut être activé par l'équipage en cas de blocage de la gouverne de profondeur. Il prend les commandes du manche à balai et utilise ses entrées pour relever ou abaisser symétriquement les spoilers afin d'augmenter ou de diminuer le taux de descente. Mais est-ce suffisant? Lorsque le National Transportation Safety Board a publié son rapport final sur l'accident de Sioux City du vol United 232, l'une de ses recommandations était la suivante. Encourager la recherche et le développement de systèmes de commande de vol de secours pour les nouveaux avions gros porteurs certifiés, utilisant une source d'énergie motrice alternative distincte de celle utilisée pour le système de commande conventionnel. Et c'est exactement ce qu'a fait le projet PCA de la National Aeronautics and Space Administration. Et avec les commandes de vol électriques et les contrôleurs électroniques de moteurs des avions de ligne modernes, je pense qu'il est difficile de justifier pourquoi nous ne voyons pas une telle technologie dans nos cockpits aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord ou avons-nous oublié quelque chose? Connaissez-vous des avions volants grâce à la poussée différentielle? Dites-le nous dans les commentaires. Ici Ben Watts de Mantour Now. Passez une excellente semaine, à la prochaine!